Le théorème de Borel. Un homme, une ville, une histoire commune. Les Almaciens, si j'ose dire, m'ont aimé, et moi j'ai aimé les Almaciens. Une histoire qui a façonné l'un comme l'autre, l'un comme nous. Le théorème de Borel, le théorème de Borel. L'histoire d'Annemasse et de son agglomération, au travers le regard de son ancien maire. Le théorème de Borel. Robert Borel, bonjour. Bonjour Vincent. Et merci d'avoir accepté de vous raconter, de partager vos souvenirs et votre regard, inséparable de l'évolution d'une ville, Annemasse. Maire de 1977 à 2008, vous avez représenté les Annemassiens pendant 34 ans. Aujourd'hui, vous allez nous parler de vos mandats de maire, des réalisations comme des échecs. Votre première bataille est culturelle. Pourquoi la salle des fêtes Centre culturel de Châteaurouge est-elle une priorité de votre équipe juste après votre élection? Parce que la salle des fêtes était un serpent de mer à Annemasse. Ça faisait 3 mandats au moins que les élus en parlaient, sans jamais la faire. Pourquoi ? D'une part, peut-être parce qu'ils n'en voyaient pas tous la nécessité. D'autre part, parce qu'il y avait certaines visions qui étaient très particulières, c'est-à-dire qu'on voulait y faire des spectacles qu'on avait fait jusque-là en plein air, de la tauromachie par exemple. Il était question de faire courir des vachettes là, dans un espace entouré de gradins. Une tradition savoyarde. Tradition purement savoyarde. Et bon, bref, les discussions duraient et rien ne se faisait. Ce qui fait que pour nous, c'était facile dans la campagne de 77 de dire écoutez, on va s'engager à quelque chose que les autres n'ont pas réussi, on va s'engager à faire la salle des fêtes et on va s'engager à lancer le projet en moins d'1 année. Ce qui a été fait. Donc, il fallait savoir ce qu'on voulait. C'était pas très facile parce que nous aussi, nous étions sous l'influence de différents courants qui n'étaient pas dans notre équipe, mais qui étaient à l'extérieur de notre équipe. C'était des lobbies locaux, quoi. Et en gros, on hésitait entre faire une salle de spectacle et faire une salle des fêtes, c'est-à-dire pour les bals, pour les manifestations théâtrales éventuellement, mais plutôt les rendez-vous festifs autour d'associations, etc., le bal des pompiers, que sais-je. Bon, finalement, avec Jean Campfort, qui a été le grand metteur en scène de cette salle, on est revenu à une espèce de moyenne de côte mal taillée. C'est peut-être pas ce qu'on a fait de mieux, mais c'était la nécessité du moment pour pouvoir faire, parce que l'essentiel, c'était de faire. Donc, on a fait une salle un peu mixte. On voulait aussi ne pas la rendre trop chère, et on a essayé de faire quelque chose qui soit d'un style moderne. Bon, elle a bien servi, hein. Elle a fait 40 ans de bons et loyaux services, cette salle, même un peu plus. Moi, un matin, en passant, j'ai vu qu'on la démontait et j'ai été totalement heurté par ce démontage. J'ai mis du temps à le comprendre et à l'avaler, mais je l'admets maintenant parce que, après en avoir parlé beaucoup avec Michel Boucher, avec Frédéric Tovani, etc. Le directeur de Châteaurouge, Frédéric Tovani. Oui, le directeur de Châteaurouge. J'ai compris que l'ancienne salle n'était plus adaptée au spectacle actuel, quoi. Et ce qui a été fait aujourd'hui est remarquable. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le travail bien fait et je trouve que cette salle est bien faite, bien adaptée. Il y a eu des scénographes, il y a eu des acousticiens, il y a eu des gens du métier vraiment. Donc je me dis aujourd'hui que la vieille salle, eh bien ma foi, elle a fait son temps, elle avait fait son temps. Mais je l'ai bien aimé. Et cette structure bombée, là, cette sorte de grosse tortue assise là dans le paysage de Châteaurouge, ça me plaisait bien. J'aimais bien cet ensemble. J'aimais bien la charpente métallique qui était très belle. Et j'avais bien le sentiment que, du point de vue confort, ça manquait un peu de modernité. Mais enfin, ça a bien servi. On y a joué quand même des choses extraordinaires.
Un des premiers spectacles qui a été donné, c'est les vieux grenadiers de Genève qui sont venus y tirer au mousquet là-dedans, avec les détonations que vous connaissez. Ça fait beaucoup de bruit, surtout dans une salle, et c'était très impressionnant. Mais on y a vu aussi d'excellents ballets, en particulier de ces ballets qui venaient des satellites de l'Union soviétique à l'époque, c'est-à-dire des ballets bulgares, roumains, tchèques. Et puis, on y a vu aussi, on y a joué Carmen, avec des choses qui ont paru un peu étranges au début, amener un camion de sable au milieu de la salle, y faire un feu, enfin bref, toute une série de Le Feu des Bohémiens de Carmen. C'était tout un peu de la provocation de faire ça, mais c'était en même temps une réussite. La salle a montré là qu'elle était bien adaptée aux besoins. Petit à petit, ceux qui faisaient des bals et des choses trop populaires ont été finalement, je dirais, chassés par les autres. C'est le culturel qui a pris le dessus. C'est l'aspect théâtre, danse, concert. L'acoustique, bien qu'elle ait été un peu critiquée, n'était pas si mauvaise que ça. Et finalement, l'espace était assez grand et se prêtait assez bien. On a eu beaucoup moins de plaintes des acteurs, des occupants que des spectateurs. C'était surtout le confort qui laissait désirer. C'était des gradins qui se voulaient mobiles sur vérin, donc on devait pouvoir les mettre à plat. On l'a bien fait quelques fois, mais c'était tellement compliqué et long qu'on y a assez vite renoncé et que la salle est devenue une salle fixe sur des gradins qui, eux, étaient faits pour être mobiles. Donc, au départ, c'était un peu hétéroclite et mal adapté. Mais enfin, c'est, voilà, un peu plus de 40 années d'excellents services quand même pour cette salle. Et depuis ce temps-là, Annemasse a une salle des fêtes. On a très vite complété. Pour les associations qui manquaient du coup d'une salle adéquate, on a créé Martin Luther King. Et à ce moment-là, vous m'en ferez peut-être parler, mais avec les deux équipements, on était à peu près parés, quoi. Ils sont devenus autonomes, en particulier Château-Rouge, qui était en fait l'enfant de la MJC du Centre. C'était la MJC du Centre qui concentrait tout l'aspect culturel d'Annemasse avant Château-Rouge. Et quand Château-Rouge s'est créé, il s'est créé aussi un deuxième conseil d'administration, et Château-Rouge est devenu autonome. Et puis c'est devenu une scène qualifiée, reconnue, inscrite dans le programme régional et aujourd'hui dans le programme national. On est devenu une ville de culture. On enviait beaucoup Thonon et la Maison des Arts et Loisirs, mais on l'a dépassé, je pense, assez largement. Quel est votre souvenir le plus fort associé à Château-Rouge, premier modèle, première version ? J'en ai plusieurs. Le plus étonnant, ça a été la coopération entre les architectes. Parce qu'on avait besoin, en plus de Richard Plotier, qui est un remarquable architecte et qui était le concepteur du bâtiment rond, là, on avait besoin d'un acousticien scénographe. Et on a recruté un certain monsieur Compagnonne. Alors, c'était le jour et la nuit avec Richard Plotier. Il y avait un grand blond sec et un peu cassant, ça c'était Richard. Et puis il y avait de l'autre côté un levantin tout rond et un peu huileux, c'était Compagnonne. Ils étaient faits pour s'entendre comme la carpe et le lapin. Et pourtant, il a bien fallu que ça se passe. Et alors, ça a été épique, absolument épique, des bagarres auxquelles j'ai assisté, mais qui étaient... Je me taisais, bien entendu, mais c'était étonnant de les voir se bagarrer comme ça. Et alors, vous vous souvenez que dans l'ancienne salle, il y avait une espèce de chemin de ronde suspendu. Le créateur, l'inventeur de ce chemin de ronde suspendu, c'était Compagnonne. Et il avait prévu quelque chose qui était assez lourd. Il faut reconnaître que c'était vraiment des énormes barres de fer. Et ce chemin suspendu, là, au milieu de cette architecture métallique qui était quand même assez légère, qui était l'architecture métallique de Plotier, ce chemin prévu par Compagnonne paraissait d'emblée comme étant mal bâti, quoi, trop lourd. Il était posé par terre au milieu de la salle qui n'était pas meublée, qui était vide. C'était un grand théâtre creux, là. Et le montage de Compagnonne était posé par terre. Et il y avait dans le chantier des poseurs de charpente une règle métallique qui était suspendue par un anneau là-haut, et qui descendait presque jusqu'à terre, une règle qui faisait plus de 10 mètres de long.
Alors nous étions 3 dans cette immense enceinte, il y avait les 2 antagonistes et moi, en juge de paix. Juge de paix si on peut dire, parce que la paix, il n'y en avait pas beaucoup. Et Plotier, fidèle à son personnage, muet, les sourcils complètement froncés, le front plissé, les 2 mains derrière le dos, arpentait la pièce d'un bout à l'autre. Et Compagnonne gémissait en disant « Monsieur Plotier, je vous en supplie, voulez-vous que je me mette à genoux devant vous pour que vous acceptiez mon œuvre, etc. » Toujours silence de Plotier, qui en passant, exprès bien entendu, heurtait la règle avec l'épaule et la faisait balancer comme une espèce de grand pendule. Pendule de Foucault. Ouais. Et ce pendule de Foucault grinçait affreusement, et pendant que Plotier marchait, on entendait « c'était la barre de fer qui grinçait là-haut, et Compagnonne pleurait sous la barre de fer en suppliant qu'on l'écoute. » Donc ça aurait pu durer longtemps, ils se sont séparés comme ça, il n'y avait pas de solution. La solution est venue de mon ami Jean Auroux, celui qui a donné son nom à la loi Auroux, qui était à l'époque maire de Roanne et que je connaissais très bien. Il était d'ailleurs très lié avec Annemasse parce que sa première femme était annemassienne. Donc il venait voir sa famille ici et il me dit « Fais-moi voir ta salle des fêtes en construction. » là. Alors je l'emmène, il regarde la charpente de Plotier, toute fine, il regarde le projet de Compagnonne, tout énorme, et il me dit « Ce qui est par terre, là, tu veux faire passer un train ?» Et ça m'a glacé. Et je me suis dit, bon, c'est Plotier qui a raison, quoi. Donc avec Camphor, on a liquidé Compagnonne, et c'est Plotier qui a repris l'idée du chemin de ronde là-haut, suspendu, mais beaucoup plus léger que ce qu'avait prévu Compagnonne, et mieux adapté. Voilà, mais d'autres expériences sur Châteauroux, j'en ai, oui, bien sûr. D'abord, pour vous dire, remonter plus en arrière, quand on a récupéré ce terrain, il était occupé par des nomades, tout le temps. C'est-à-dire que c'était un terrain un peu spécialisé dans l'accueil des nomades. Alors, il a fallu les déménager et leur trouver un autre endroit. Et puis, comme toujours, les architectes des Monuments de France sont venus voir s'il n'y avait pas des vestiges romains. Donc on a creusé pour trouver des vestiges. Et on a trouvé un puits simplement, qui était très profond, qui allait 12-13 mètres, et qui était plein de vaisselle brisée. Alors on a récupéré ça pour les souvenirs, ça fait partie maintenant des trésors, si je peux dire, de la ville. Et les archéologues ont daté ces assiettes, là, ces morceaux de vase. Ça datait de l'époque romaine. Châteauroux est pas très loin de l'église Saint-André, qui est une des plus vieilles églises de la Haute-Savoie, et qui était précédée elle-même d'une autre église. Et il y avait tout un camp, là, tout un campement, dont on a retrouvé les vestiges. Et devant l'église Saint-André, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a trouvé pas mal de choses qui avaient été un peu dérangées pendant la guerre parce qu'on avait recreusé pour faire des abris. Mais enfin, on a retrouvé quand même là aussi des vestiges romains assez importants. Et ce puits, tout seul là-bas, sans doute parce qu'il y avait une source, qu'ils avaient repéré qu'il y avait de l'eau, avait sans doute été colmaté au fil du temps et servait de dépotoir. Donc on y jetait probablement la vaisselle cassée, les choses, des détritus, quoi. Et vous avez commencé à parler de la maison d'association, du complexe Martin Luther King. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la genèse de cet équipement qui est un équipement principal maintenant pour les actions municipales et pour la vie associative ? C'était une nécessité à partir du moment où le Châteauroux ne répondait pas à tous les usages. On a pris un couple d'architectes, un monsieur et une dame, qui étaient des gens assez brillants, qui ont inventé cette forme qui est aussi assez originale. On n'avait pas pensé tout de suite à Martin Luther King. C'est après que, plus tard, quand ça a été construit, on a voulu faire une maison. Martin Luther King, c'est fonctionnel et transformable. On peut même y faire entrer des camions. Le sol a été calculé pour ça, et la grande porte à l'arrière permet de faire entrer des véhicules à peu près de toute forme et de toute dimension. C'est pour permettre toutes les expositions, tout ce qui pouvait se faire. Et dès le départ, nous avons dit aux Annemassiens, c'est pour vous.
on vous le donne, vous le gérez. Et on a mis ça sous un vocable que je crois avoir trouvé moi-même, qui était de dire le Parlement des associations. Vous vous organisez, vous êtes, je ne sais pas combien il y en avait, une centaine d'associations en masse. Chacune a son président. On fait une conférence des présidents une fois par an, une assemblée générale. Vous élisez vos représentants, qui eux-mêmes s'élisent un président. Et vous avez des associations qui s'auto-gouvernent. Le planning de la salle, c'est vous qui vous en occupez. Les problèmes matériels de réparation, d'entretien, etc., on s'en occupe avec vous, mais c'est vous qui nous donnez le signal et qui nous signalez ce qui ne va pas. Donc on est parti sur ce système très associatif et très déconcentré. Ça a remarquablement marché. Remarquablement. Les associations d'Annemasse, comme toutes les associations de France, je pense, vivaient un peu en cercle fermé. Elles se connaissaient mal. Et même tout simplement, parfois, elles ne se connaissaient pas du tout. Il y avait des présidents qui ignoraient l'existence d'autres associations qui étaient très éloignées d'elles. Le président du football, par exemple, ne connaissait pas les philatélistes et les joueurs de je ne sais quoi, de musique, l'harmonie municipale n'avait pas forcément connaissance des amis de la bibliothèque ou des choses comme ça. Donc ces gens se sont instruits les uns les autres, ils se sont appris les uns les autres qui ils étaient, ils ont appris à se respecter et ils ont appris finalement à développer à Annemasse une vie collective. Et ça, c'était ce que nous voulions. C'est assez différent d'aujourd'hui, parce que quand je vois ce que fait Christian Dupessay et son équipe, je vois qu'ils sont obligés de coller ensemble des éléments qui n'ont pas toujours envie de se mettre ensemble. Là, on avait affaire à des gens qui ne se connaissaient pas, mais qui grillaient d'envie de se connaître. Donc on avait affaire très vite à une société qui fonctionnait bien. Nous allons parler un peu du quartier du Perrier. Il a été pensé et conçu par les municipalités précédentes de la vôtre, municipalités de Jeantais et Berthier. Quelles mesures prenez-vous pour assurer la pérennité du quartier, le plus peuplé, divers et l'un des plus jeunes aussi, d'Annemasse ? Je vais commencer par 2023. Il y a 15 jours, je parlais avec un ami genevois qui me disait qu'à Genève, le Perrier avait toujours très mauvaise réputation. Et qu'il y avait des gens qui, au nom de Le Perrier, voyaient leurs cheveux dressés sur la tête et disaient « Je n'irai jamais dans un endroit pareil ». Bon, en réalité, au Perrier, on y est très bien. Et il y a des gens qui y sont depuis 40 ans qui me disent « Écoutez, ce quartier est arborisé, il est fleuri, il y a des espaces pour les gamins, il y a tout ce qu'il faut, on est très bien ». C'est vrai que les concepteurs l'avaient prévu du mieux possible. Et je le dis d'autant plus facilement que, comme vous venez de le rappeler, c'est pas moi. Du temps de M. Jeantais, qui lui-même avait succédé à M. Montessuie, il y avait quand même un projet sur le Perrier pour y faire des équipements. Perrier, quand je suis arrivé à Annemasse en 62, il y avait des vaches, de la ferme qui était à côté. Tout ça venait avec Jeantais de se bâtir, de se lotir. On avait tracé des avenues, on avait déterminer des espaces, prévu quelques équipements publics, parce que la MJC du Perrier datait de ce moment-là, ainsi que le centre social, la crèche, et puis cette salle qui était destinée à tout ce qu'on voulait, une salle polyvalente, quoi. L'équilibre financier avait été difficile à trouver, c'est pour ça que ça a duré longtemps. Monsieur Berthier et son équipe y ont travaillé pendant 6 ans. Les deux personnages dont je voudrais rappeler le souvenir, parce qu'ils ont été les chevilles ouvrières, c'est Madame Dreuze, qui était une secrétaire générale adjointe et qui est devenue ensuite secrétaire générale. Et puis un certain Monsieur Volkmar, qui était un Alsacien qui travaillait ici. Et c'est eux deux qui ont fait beaucoup de choses au Perrier. Quand je l'ai pris, moi, en 77, il y avait beaucoup de bâtiments, il n'y avait pratiquement pas d'arbres, parce que s'ils n'étaient pas plantés ou s'ils étaient plantés, ils étaient tout petits. Les arbres, pour des citadins, ils n'ont pas conscience que ça prend du temps. Ils pensent que quand on le plante, il faut qu'il soit grand tout de suite et qu'on puisse se mettre à l'ombre dessous. Bon, moi qui suis un vieux campagnard, je sais que c'est pas comme ça. Et je voyais bien qu'il y avait des arbres, mais quand je leur disais qu'il y en avait, ils me répondaient que non.
Il ne voyait pas, il ne voulait pas. Il faut dire qu'il y avait une forte opposition communiste qui essayait de me tirer du côté de la bagarre. Et comme je n'étais pas bagarreur, moi je racontais ce qui était. C'est-à-dire, je disais, vous en avez tant d'arbres. Il y en avait, je crois, 3000. Mais c'est pas vrai, il n'y a pas 3000 arbres. On s'est engueulé là-dessus assez vigoureusement. En fait, ils étaient encore un peu dans la terre, quoi. Le gazon n'avait pas poussé. C'est vrai que les immeubles étaient à moitié finis. Il y en avait qui s'étaient installés prématurément parce qu'on manquait de logement. Mais ils étaient dans des conditions précaires. Et ça rouspétait très fort. Et en particulier sur 2 thèmes, c'est trop serré et il y a trop de béton. Alors le béton, on ne pouvait pas l'enlever. Trop serré, on s'est dit que c'était un peu vrai. Et en particulier dans le secteur le plus proche de l'école actuelle des Hutins, enfin qui était déjà là à ce moment-là, dans ce qu'on appelle la place du Cirque, qui était tout entière prévue là, derrière la barre d'immeubles pour avoir encore 3 ou 4 immeubles derrière en direction de ceux qui vont vers la rue de l'Annexion. Nous avons racheté les charges foncières. Alors vous savez que quand un projet est commencé, on ne parle plus en termes de prix du terrain, on parle en termes de prix des charges foncières, c'est-à-dire combien ça coûte de lotir, etc. Avant même construction, combien on doit payer. Nous avons racheté les charges foncières, ça nous a coûté un bon paquet d'argent, mais ça a fait une impression favorable parce que les gens ont vu qu'on desserrait un peu, quoi. On essayait de rendre les maisons un peu plus éloignées les unes des autres. Et puis, on a voulu faire des équipements, hein. Et cette salle qui n'était pas destinée à grand-chose, on l'a attribuée à l'harmonie municipale, l'OVVA aujourd'hui, qui en a fait son lieu social. C'est là qu'ils faisaient leurs répétitions. Donc ça faisait venir au Perrier des gens qui, sans ça, n'y seraient jamais venus. Et ça a habitué les gens à vivre un peu les uns avec les autres, quoi. On a bien senti qu'il y aurait tout de suite un risque d'effet de ghetto. Donc il fallait l'éviter. L'avenue de Verdun était à l'époque composée de 3 sections, dont une n'existait pas. Je veux dire que ce qu'on appelle aujourd'hui la rue Henri Barbus, c'était l'avenue de Verdun. Ensuite, il y avait un espace vert qui allait jusqu'où va se trouver le terminus du tramway, là. Et puis après, l'avenue de Verdun reprenait pour traverser le Perrier jusqu'à l'avenue du Léman. Donc on a très vite construit ce chaînon manquant au milieu des 2 autres, là. De façon qu'il y ait une liaison très directe entre le Perrier et le centre-ville. Et puis, on a essayé de faire vivre le centre commercial. On a multiplié les manifestations de tous ordres, les fêtes, donné une atmosphère de village à cet endroit qui était quand même, vous le dites, occupé souvent par des gens qui n'étaient pas annemassiens, qui arrivaient et qui n'étaient de nulle part, ici, hein, pas plus du Perrier que du centre-ville. Donc on a essayé à travers eux de créer une unité. On a même tenté un jour un truc impossible. On a demandé aux commerçants d'Annemasse d'aller exposer au Perrier leur savoir-faire. Et j'ai le souvenir d'une marchande de poterie d'Annemasse qui m'avait dit au bout de 3 jours de travail au Perrier, dans une espèce d'extase ravie et complètement étonnée, mais le Perrier, mais c'est finalement très vivable. Et je lui avais dit, mais oui, mais c'est fait pour ça. Oh, mais j'aurais jamais cru, je pensais pas qu'on pouvait vivre au Perrier. Tout le monde en avait une idée absolument terrible, quoi. Bon, ça dure encore à Genève, je crois pas que ça dure beaucoup ici. Je crois qu'à Annemasse, les gens ont avalé le Perrier, ça fait partie de leur vécu. Il y a le Perrier, il y a Romagny-sous-Cassan, il y a le Brouhaha, il y a des quartiers, quoi, celui-ci comme un autre, c'est pas... Et puis, les équipements culturels ont beaucoup joué. La MJC a été un lieu à creuset de synthèse. Où ça s'est un peu gâté, c'est plus tard, quand il a commencé à y avoir des volontés un peu d'autonomie, je dirais, séparatiste, quoi. Les gens qui voulaient créer, pour ainsi dire, des petits comités entre eux-mêmes, un repli sur soi. Ça a été le cas à un moment des jeunes arabes, qui ont un peu transformé la MJC du Perrier en un lieu de
d'entre-soi, quoi. Et dans une ville, il ne faut pas d'entre-soi. Dès qu'on a des gens qui se recommandent de quelque chose, que ce soit une religion, une passion, une manie, etc., on a un danger. Il faut faire éclater les petits groupes. Il faut, comme ils disent aujourd'hui dans le slogan qu'a choisi Christian Dupessay, vivre ensemble. Qu'on soit content ou pas content, c'est comme ça. La société, ça consiste à vivre ensemble. Et à pas vouloir se distinguer. Quand on veut se distinguer, que ce soit par le foulard ou que ce soit par d'autres moyens, on crée des risques de tension. C'est incontestable. Je suis comme ça. Je parle avec ma vérité à moi, mais ma vérité, c'est pas de reconnaître les singularités, en aucun cas. Vous avez commencé à parler donc des lieux de mixité ou de vie en commun. Il y a un marché qui est créé au Perrier. Il y a l'école de musique ensuite qui voit le jour suite à l'harmonie municipale avec un auditorium. Il y a aussi deux choses très importantes pour lesquelles vous avez poussé, c'est-à-dire la Poste et ensuite l'Agence pour l'emploi. Oui, tous les outils, si vous voulez, nationaux qu'on a pu mobiliser pour le Perrier, on l'a fait. Et la Poste, c'est typiquement le cas. Monsieur Mexandro était à l'époque ministre des Postes. Il se trouvait que je le connaissais bien, puisqu'on avait milité dans le même parti. Puis c'est quelqu'un qui a une maison à Saint-Gingolph, qui était un peu haut-savoyard. Et je lui avais dit, on a besoin d'une poste, et je savais qu'elle faisait partie de la programmation du ministère. Je dis, il faudrait qu'on fasse la poste principale au Perrier. Ce qui a été le cas. Il a accepté, et la poste du Perrier est devenue, toute proportion gardée, plus importante dans la hiérarchie postale que celle du centre-ville. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il reste encore une prééminence de la poste du Perrier. Il y a eu d'autres reconstructions qui se sont effectuées. Et puis la poste, c'est bien connu, a changé complètement de statut. Elle est tout autant ou bien plus une banque qu'une agence postale. Et il n'y a qu'à voir les trous gigantesques qui, comme dans un Emmental, parsèment la distribution du courrier dans la ville. Il y a des manques absolument flagrants. Et aujourd'hui, la Poste est en crise. Il faut qu'elle se ressaisisse parce qu'on est vraiment dans un service public qui devient totalement déficient. Toujours au Perrier, avec votre rapport avec l'État, cette fois-ci, un contrat de ville est signé en mars 1991. Les élus suisses ne comprennent pas la notion française de politique de la ville. Pouvez-vous l'expliquer et comment Louis Besson, qui est alors ministre du Logement, vient en personne signer le contrat de ville dans le quartier à vos côtés ? Vous savez, la France est un cas particulier. Il y a quelques jours, une actrice, au moment de cérémonie qui rassemblait les acteurs du cinéma. Réalisatrice. C'est une réalisatrice en l'occurrence, oui. C'est prononcé vigoureusement au micro en protestant contre cet État libéral qui régit notre culture. Mais c'est une absurdité absolue. Il n'y a pas d'État moins libéral que la France en termes de culture et de vie sociale. D'ailleurs, c'est nous qui, de très loin, consacrons le plus d'argent de toute l'Europe, proportion gardée par rapport à la population. C'est nous qui consacrons le plus d'argent au soutien des personnes. La France est un pays extraordinairement redistributeur. L'État. Le plus redistributeur d'Europe. Partout ailleurs, on demande beaucoup plus aux gens de se débrouiller tout seuls. Ici, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se tourne vers l'État pour tout. Pour savoir s'il faut des bassines pour les agriculteurs ou pour savoir si on doit organiser un festival ici plus qu'ailleurs. On se tourne vers l'État. C'est quelque chose d'extraordinaire, cet appel à papa, quoi. Papa, viens à mon secours, papa, viens à mon secours. Et dès qu'il y a une calamité agricole ou autre, c'est tout de suite l'État. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, pour des raisons discutables, on le payera peut-être un jour, mais on emprunte beaucoup et on emprunte pas cher et du coup on distribue de l'argent. Alors, dans tous les cas, tout le monde s'en réjouit, quoi. Et tout le monde en réclame un peu plus. Les contrats de ville, c'est ça. Les contrats de ville, c'est un effort de l'État pour répondre à des situations
qui étaient parfois douloureuses, parfois moins, enfin qui posaient problème au niveau de la structure sociale de la société, des équilibres sociaux, de la richesse des uns par rapport à la pauvreté des autres. Et je vous rappelle que Annemasse est une ville très inégalitaire, parce qu'elle est à la frontière, elle est régie par 2 monnaies différentes, la monnaie des Suisses et la nôtre, et qu'il faut rétablir sans arrêt ces équilibres menacés. Donc le contrat de ville, c'est ça, c'est l'État qui dit je vais vous aider. Et on va apporter de l'argent pour la rénovation du bâti, aujourd'hui pour l'isolation, pour des services sociaux ou culturels qui vont permettre aux jeunes de se développer mieux, etc. Donc on a signé ce contrat avec l'État. Effectivement, on n'était pas les seuls, hein. Mais notre situation frontalière, et puis le plaidoyer que j'en faisais, moi, auprès des ministères, parce qu'il faut aller chercher l'argent, ça a déclenché ce contrat de ville, qui dure encore, hein, sous d'autres formes, parce que ça a changé de nom, mais c'est toujours un peu la même chose. C'est un contrat entre l'État et la ville, avec éventuellement des apports départementaux et régionaux, qui font qu'on améliore les quartiers. Ça fait partie, encore une fois, hein. Et là, je ne dis pas que je le regrette, hein, j'en suis satisfait, mais ça fait partie d'un système social français, social et culturel français, dont tous les citoyens devraient se féliciter, parce qu'ils en sont tous bénéficiaires. Or, ils font que râler, n'est-ce pas? La preuve, le point de vue absurde de cette réalisatrice. On va aller jusqu'au centre-ville maintenant. Vous réalisez une piétonisation de l'hypercentre, mais vous ne parvenez pas à aménager les 3 places. Libération, place du marché de Gros, devenue place des marchés, et la place Clémenceau. Que s'est-il passé et quel autre projet regrettez-vous de n'avoir pas pu faire aboutir? À mon élection, m'a succédé un certain nombre de visites de gens qui voulaient voir le nouveau maire, hein. Et en particulier une délégation de commerçants d'Annemasse venus pour la plupart de la rue de la Gare, c'est-à-dire cette rue qui part de la mairie et qui va vers la poste centrale. Et ces gens étaient venus me dire, surtout, monsieur le maire, parce que vous en avez parlé dans votre campagne, vous avez dit que vous vouliez faire du piétonnier, pas de piétonnier. Je dis, écoutez, on verra bien, hein, donnons-nous le temps de la réflexion. 3 semaines plus tard, j'étais en train de discuter avec le marchand de journaux chez qui j'étais allé chercher mon journal du matin. On entend tout d'un coup un fracas pas possible, on se précipite dehors pour voir ce qui arrivait. Et une voiture était rentrée dans la vitrine de la marchande de corsets de la rue de la Gare en faisant exploser la vitrine, les présentoirs et les corsets, les soutiens-gorge, tout avait volé. Et par chance, ni la conductrice de la voiture, ni Madame Bétan, je cite son nom parce que tout le monde à Annemasse la reconnaîtra, la marchande de corsets, n'était blessée. Alors quand on a vu qu'il n'y avait pas de blessés, on a commencé à trouver la situation un peu moins tragique, quoi. Et j'ai dit à Madame Bétan, qui avait été une des ambassadrices du pas de piétonnier, j'ai dit, voyez Madame Bétan, si on avait fait du piétonnier, la voiture de Madame X ne serait pas rentrée dans votre vitrine. Voulez-vous vous taire, m'a-t-elle dit. Je ne veux pas de piétonnier. Même avec ma vitrine défoncée, je ne veux pas de piétonnier. Bon, j'ai fini par faire une réunion avec les gens de la rue de la Gare. Je leur ai dit, moi, je ne suis pas plus royaliste que le roi, hein. Là, le piétonnier, c'était fait pour vous rendre service et pour augmenter votre clientèle potentielle. Vous êtes persuadé que ça va la supprimer, qu'il faut que les autos s'arrêtent devant chez vous. En général, d'ailleurs, il n'y a pas de place parce que vous avez mis la vôtre le matin et que vous la laissez jusqu'au soir. Donc, il faut qu'on sorte de cette affaire-là. Il y a des choses que je veux faire parce que je suis le maire et que j'y tiens et que je crois que ça va dans le sens et de l'histoire et du bon sens. Mais il y en a d'autres, je ne les considère pas comme prioritaires. Donc, le piétonnier, pour moi, vous en voulez, je le fais. Vous en voulez pas, je le laisse. Ça a duré comme ça encore 2-3 ans. La rue de la République, qui n'est pas la rue de la Gare, évidemment, a fini par penser que c'était bien. Donc on a fait le piétonnier dans la rue de la République, et petit à petit, on en arrive maintenant à ce que Christian Dupécé est en train de faire, c'est-à-dire que tout le centre-ville va devenir piétonnier, quoi. La mode a changé. Il faut dire qu'il y a une autre mode qui a changé en même temps, qui facilite celle-là, c'est que partout, on sort les voitures des villes.
et que les villes sont devenues maintenant des espaces dont tout le monde a conscience qu'il faut les rendre aux piétons. Alors ça pose quelques problèmes pour les gens qui marchent difficilement, etc. Il y a des quantités de problèmes annexes à résoudre, mais ça peut se faire. À cette époque-là, le piétonnier, qui avait été fait dans certaines villes de France, avait encore un peu mauvaise réputation. Et il était censé paralyser le commerce. Bon. Donc, j'ai attendu que les gens veuillent bien. Sur les 3 places, alors c'est tout à fait autre chose, les 3 places. Les 3 places, mon prédécesseur, M. Berthier, avait fait faire une étude géologique sous les 3 places. Et les géologues, allez savoir pourquoi, avaient répondu qu'on ne peut pas creuser sous la place de la Libération parce qu'il y avait de l'eau. Bon, moi j'avais un rapport dans mes placards qui disait qu'il y avait de l'eau. Et il y avait des gens qui disaient il n'y a pas d'eau, c'est pas vrai. Bon, comme d'habitude, au Café du Commerce, il y avait tous les ingénieurs de non-profession qui savaient ce qu'il fallait faire et dans 2 sens complètement contradictoires. Bon, on a attendu là aussi le temps qu'il fallait. Le jour où on a creusé et on a attribué le marché à la sagesse, SAGS, on a, je crois, choisi un bon concessionnaire qui a fait du bon travail. On a commencé d'ailleurs par le parking, il s'appelle aujourd'hui parking de l'Hôtel de Ville. Et tout ça, ça a donné tout d'un coup à Annemasse une respiration qu'elle n'avait pas avant. Ça a permis surtout de récupérer une bonne partie des rues. Et mes successeurs en ont fait pas mal de bonnes choses. Les terrasses à l'extérieur, pas mal de fleurissements, enfin bon. Il faut que le temps passe pour qu'on arrive à ça. Quand il n'y avait pas encore les parkings souterrains, on avait fait des comptes d'apothicaires, on avait compté combien il y avait de parkings vides tous les jours. Il y en avait beaucoup. Mais chacun voulait le parking près de chez lui. Et encore une fois, les parkings des commerçants, moi je connais tout ça par cœur, parce que chez le coiffeur, disons, dans un grand magasin, où je pouvais parfois être là un peu incognito. Tout d'un coup, il y avait un des employés qui disait « Allez, voilà, vite, vite !» Alors tout le monde sortait. Les pauvres gens restaient là avec leurs cheveux mouillés en attendant du retour des coiffeurs, qui étaient tous allés bouger leur voiture pour ne pas se faire coller un PV. C'est pas comme ça qu'il faut travailler dans une ville. Et tant qu'on aura des comportements individuels égoïstes, on n'aura pas de société. Je me permets de le dire en profitant de cette causerie que vous m'offrez, mais je trouve que la notion de collectif doit être beaucoup plus forte. Et au slogan de « Vivre ensemble » de M. Duplessis, moi j'en ajouterai un, « Vivre ensemble » pour autre chose que son avantage personnel. Voilà. Je me désole, j'ai 90 ans dans quelques semaines, je me désole de voir qu'il y a tant de gens qui pensent d'abord à eux-mêmes. La société, c'est pas de penser d'abord à soi-même. Elle est impossible. Bon, il y en a qui aiment M. Macron, il y en a qui l'aiment pas. Mais remplacez-le demain par un autre M. Tartampion, qui sera président de la République. Si les gens ne changent pas leur comportement, le bastringue continuera. Comment Annemasse a-t-elle obtenu son casino ? Alors Annemasse avait été classée ville touristique par un de mes anciens prédécesseurs. Comment il s'y était pris pour faire classer ville touristique ? Alors ça, vous me posez une colle et je ne saurais pas répondre. Parce que je ne vois pas ce qui est particulièrement touristique à Annemasse. Mais enfin, ce classement était là. Et c'est un classement qui est indispensable pour pouvoir solliciter un casino. Il faut placer ça dans le contexte. Je sais bien qu'aujourd'hui, votre sujet, c'est pour l'intercommunalité, mais il faut quand même que j'y vienne un peu. Dans les années 85-90, il y a eu une crise économique et les gens ont réagi avec plusieurs moyens, mais un surtout qui a plu beaucoup aux industriels annemassiens qui étaient quand même assez nombreux. Il y avait beaucoup d'industries qui étaient dans des rues très ordinaires, route de Bonneville, avenue de la Gare, route de Genève. Partout, vous aviez des industries mélangées avec de l'habitat. Ces industries étaient anciennes, souvent d'origine suisse d'ailleurs, et à l'époque, les investisseurs de l'industrie avaient l'habitude d'acheter le terrain, et même de l'acheter grand, pour pouvoir ensuite s'agrandir et faire des développements. C'est une époque où
les industries essayaient d'être autonomes. La loi du marché était moins dure qu'aujourd'hui. Terraillon, par exemple, qui a fabriqué des pèse-personnes pour toute la France et au-delà, fabriquait en même temps les cartons d'emballage, il fabriquait les étiquettes, il avait une imprimerie, enfin, c'était une industrie très intégrée de A jusqu'à Z. Aujourd'hui, vous savez bien que ça se fait plus. On travaille à flux tendu, on n'a plus de stock, et on commande chez le spécialiste, chaque spécialiste faisant une chose, et pas 17. Quand la crise est venue dans les années 90, ces industriels qui cherchaient des moyens de s'en sortir se sont aperçus qu'ils avaient un terrain inutile et qu'ils pouvaient le revendre, en particulier à des promoteurs qui allaient faire de l'immobilier. Et c'était très intéressant parce que le prix du terrain à bâtir était évidemment beaucoup plus élevé que le prix du terrain industriel. Voilà. Donc on a vu disparaître toutes ces usines. Elles sont parties vers des communes avoisinantes qui offraient le terrain. Et elles ont privé Annemasse de ses ressources, taxes professionnelles en particulier. Annemasse avait, à l'époque, perdu en 5 ans une bonne dizaine d'entreprises importantes, qui étaient allées les unes à Vétras, les autres à Ville-Lagrand, quelques-unes un peu moins, mais il y en avait quand même à Gaillard, un certain nombre dans des communes un peu plus lointaines, à Cransal, enfin bon. Et c'est après qu'elles sont allées plus loin, et que les communes périphériques ont subi le même sort qu'Annemasse, c'est-à-dire qu'elles ont vu partir leur site de production avec un patron qui, pendant ce temps, vendait le terrain ici à bon prix, parce que c'était du terrain à construire. Le plus spectaculaire a été l'usine Maître, qui était une grande usine de décolletage, qui est partie, mais pratiquement du jour au lendemain, à Saint-Pierre-en-Faucigny. Ils m'avaient invité 3 semaines avant à aller donner les médailles du travail à leurs salariés. Ils m'ont pas dit. Pourtant, je le connaissais bien, le patron. Il m'a pas dit qu'ils allaient partir, parce qu'ils avaient un peu honte. Et tout d'un coup, ils ont laissé la ville sans ressources. Moi, je me suis creusé la tête pour trouver un certain nombre de moyens. D'abord, j'ai voulu alerter mes collègues. Peut-être que vous avez trouvé dans des archives, mais une année, à titre de discours de Nouvel An, je leur ai donné un conte sur 6 rois. 6 rois qui avaient des royaumes juxtaposés et dont les uns étaient riches et dont les autres devenaient pauvres. Bon, ça, c'était pour la plaisanterie, mais je voulais quand même alerter mes collègues. Et puis, pour essayer de trouver une ressource, ce classement de la commune d'Annemasse en zone touristique nous a inspirés. Et en particulier inspiré mon collègue Roland Duvernay, qui m'a dit « Tu devrais reprendre cette idée de casino ». Alors je l'ai reprise, en sachant très bien que j'allais me faire dire toutes les avanies du monde, parce que vous imaginez, casino, mon Dieu, et on fait entrer le diable dans la ville, c'est un lieu de perdition, nos enfants vont y aller, et puis quoi, c'est un socialiste qui fait ça, est-ce que les socialistes devraient s'occuper d'argent ? Ils oublient que le socialiste Borel, il s'en est occupé sans arrêt de leur argent, mais enfin c'est autre chose. J'ai donc trouvé une société casinotière qui acceptait de faire un casino à Annemasse. Ils ont construit un bâtiment pas très joli, pas très somptueux, en attendant l'autorisation. Puis au bout de 6 ou 7 ans, il ne s'était rien produit. L'autorisation du ministère de l'Intérieur. Du ministère de l'Intérieur qui vient après un avis de la Commission supérieure des jeux, qui est un organisme dans lequel tous les autres casinos sont représentés. Alors vous pensez bien qu'un casino à qui on demande « t'en veux un autre à côté de toi », il risque pas de répondre oui. Donc l'avis de la Commission était toujours non, on l'a sollicité 3 ou 4 fois, je sais plus, et un jour, il s'est revendu. Et puis il s'est revendu. Et l'acheteur qui est venu se présenter était corse. Tout le monde ne peut pas être parfait. Il était corse. Donc, je plaisante, j'ai absolument rien contre les Corses, j'ai des amis excellents. Et ce monsieur Corse me dit, on va exploiter le casino. Je lui dis, vous n'aurez pas l'autorisation? Il me dit, si. Je lui dis, non. Il me dit, si. Avec un air tellement tranquille, je lui dis, mais comment est-ce que vous pouvez être assuré que vous aurez l'autorisation? Oh, il me dit, j'ai des relations, j'y arriverai. Bon. Le ministère de l'Intérieur était à l'époque tenu par M. Pasqua. Et M. Pasqua, effectivement, est venu une fois ou deux à Annemasse manger à l'Alsacienne avec un certain nombre de gens. Et le bruit a couru que j'étais l'invité principal. C'est pas vrai.
J'ai jamais rencontré M. Pasqua. Je l'ai jamais vu. Je savais la tête qu'il avait par la télévision, mais de visu, non. Et bon, on disait, Pasqua, il s'occupe du casino d'Annemasse. Mais l'avis de la commission était toujours négatif. Bon. Le ministère tombe, Pasqua quitte son ministère. Tant que le nouveau ministre n'est pas nommé, l'ancien expédie les affaires courantes. Ça dure, je ne sais pas, 15 jours, quelque chose comme ça. Et le 14e jour au soir, paf, l'autorisation tombe, ouverture du casino d'Annemasse, contre l'avis de la Commission nationale, ce qui ne se fait jamais. J'ai considéré que le Père Noël était passé, qu'il était venu dans mes souliers, voilà. Et j'ai pris la chose avec philosophie et bonne humeur, parce que j'en espérais pas tant. Alors après, on a fait tout notre possible pour aménager les lieux, pour faire en sorte que ça soit bien, que ça marche. Et on est arrivé, je crois... Vous vérifierez, mais il me semble au 9e rang des casinos de France, avant Évian. Hein. Aujourd'hui, on est plus autour du 15e. Mais... Maintenant, on a dû redescendre un peu. Mais on est monté dans les 10 premiers. Évidemment, une partie de la clientèle est française, une partie est suisse, mais il y a une partie de notre cœur qui est suisse aussi. Hein. L'autorisation qui a été délivrée a donné ensuite à une affaire Casino d'Annemasse. Charles Pasqua a été inquiété. Oui, ça, je n'ai pas à m'exprimer là-dessus. La justice suit son cours. Qu'est-ce que ça représente un casino pour les budgets et les finances municipales ? À l'époque, ça représentait une bonne somme. C'était aux environs de 20% des recettes. Maintenant, ça doit être nettement moins. Et ça a permis de compenser, en partie, en tout cas, le départ en partie des entreprises. Oui. Mais en fait, vous voyez, mis à part, je crois qu'il y a eu un braquage une fois, mais à part ça, il n'y a pas eu de scandale autour du casino d'Annemasse. Hein. C'est extrêmement tranquille. Les gens y vont. Et d'ailleurs, ils n'y vont pas tous pour jouer. À un moment, il y avait un bon restaurant, je ne sais pas si c'est toujours le cas, il y en a beaucoup qui y allaient pour manger. C'est un lieu de rassemblement, quoi. C'est pas l'enfer, l'enfer sur Arve. Quand vous arrivez à la tête de la ville, vous êtes un des premiers à relancer, ou en tout cas à proposer une vraie réflexion urbanistique, à travers un plan notamment, un plan d'urbanisme. Comment la définiriez-vous ? Je ne veux pas m'attribuer la responsabilité ou le bénéfice entier de cette affaire. Avant moi, M. Berthier avait passé un contrat avec la région, un contrat ville moyenne, ce qui était une réflexion d'urbanisme. Parce que pour faire un contrat ville moyenne, il faut définir un fonctionnement de la ville avec des équipements et savoir les dimensionner, etc. Je ne sais pas si M. Berthier, à titre personnel, y croyait vraiment, mais il avait un certain nombre de ses collègues élus, des gens qui s'appelaient M. Hollande, M. Roch, qui étaient je cite volontiers exprès, 2 personnes qui n'avaient pas les mêmes opinions, hein, mais qui avaient le même point de vue sur ce contrat. Ils pensaient qu'Annemasse était en train d'évoluer d'un statut de village vers un statut de ville et qu'il fallait un plan d'organisation. Je vous précise que ce contrat n'était pas commencé quand je suis arrivé. Rien n'était fait. Il avait été signé un peu tard dans le mandat de M. Berthier, mais il ne s'était pas précipité pour la réalisation, donc rien n'était fait. J'aurais pu, comme font parfois les opposants quand ils gagnent une élection, balancer tout ça et dire c'est l'affaire de mon prédécesseur, c'est pas la mienne. Mais j'ai pas du tout fait ça, au contraire. Et j'ai dit clairement, déjà dans ma campagne, que j'allais reprendre ce contrat si j'étais élu. Ce qui a été fait tout de suite, et Châteaurouge en faisait partie, et il y a eu ensuite la MJC de Romagny, où nous sommes, et puis beaucoup d'autres choses. Donc tout ça a fait l'objet de travaux, et comme le plan était commencé, on met un objet A à cet endroit, un objet B à 1 kilomètre et un objet C entre les deux, et puis après il faut savoir comment ça se coordonne. Alors il fallait trouver des éléments de synthèse et faire ce travail de liaison. Annemasse, comme tout village, n'avait pas d'organisation interne. Il y avait, disons, la place de la mairie, la gare, et puis des avenues qui allaient d'un endroit à l'autre, qui rayonnaient un peu en toile d'araignée, la rue de Romagny en particulier, mais pas de structure à véritablement parler. Et on ne savait pas trop à quoi l'accrocher,
Parce que quand vous avez une rivière, on en a une, mais elle est un peu loin du centre-ville. Quand vous avez une montagne, une citadelle, une abbaye, une cathédrale, vous savez à quoi vous allez accrocher la structure de votre ville. Là, on n'avait pas. Saint-André, c'est une vieille église, mais elle n'a pas la notoriété. Saint-Joseph, c'est une belle création de l'architecte Don Bello, qui était un religieux qui avait le goût de l'architecture, mais ça n'est pas non plus un bâtiment qui accroche le regard, d'autant plus qu'elle n'est pas finie. Le clocher n'a jamais été fait. Et qu'elle est récente, elle s'est faite après 1905. Bien sûr. Elle n'appartient pas à la commune. Elle n'appartient pas à la commune, elle a été faite après la séparation de l'Église et de l'État. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui est vraiment important dans Annemasse, quoi. Alors on a quand même gardé Saint-André parce que l'ancienneté du lieu, le fait qu'il y ait des vestiges romains dessous, enfin ça crée quand même un pôle, un vrai pôle qu'on n'a pas inventé. Et puis l'autre lieu, c'était la gare, avec à l'époque un trafic ferroviaire qui était en diminution, les environs de la gare qui se paupérisaient, qui petit à petit devenaient des ruelles un peu malsaines. On a dit, bon, on va tracer une ligne qui va de Saint-André à la gare. Et autour de cette ligne, on va bâtir le reste. Et on ne peut pas faire ça tout seul. Donc on a pris des cabinets d'études qui ont travaillé avec nous pendant 10-15 ans. On a créé un atelier d'urbanisme, on les y a fait participer. Ils ont eu la joie, je crois, parce que c'était une joie, les architectes locaux, de penser leur future réalisation dans un contexte intelligent qu'ils créaient eux-mêmes. Et on a fait là-dessus un travail extraordinairement fécond et profond. J'y ai passé beaucoup d'heures, parce que moi, l'architecture et l'urbanisme, j'adore. C'est ma tasse de thé, quoi. C'est vraiment ce que j'aime. Quand je suis allé plus tard à la région, c'est ce que j'ai pris, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc, on a essayé de faire cette structuration de la ville. On a greffé dessus Château-Rouge d'un côté, Martin Luther King de l'autre, etc. Et puis on s'est dit, au fur et à mesure que les années passeront, on avancera en direction de la gare pour qu'elle devienne, non pas le centre d'Annemasse, mais le deuxième centre d'Annemasse. Et aujourd'hui, c'est fait. Tout le travail qui a été fait après moi, par l'équipe de Duplessis, ça a consisté à réaliser des choses qui ont 30 ans de réflexion derrière elles, si ce n'est 40. Beaucoup de réserves foncières aussi, de reprise de friches. Moi, je suis un paysan, je vous l'ai suffisamment dit, vous devez commencer à le savoir. Je suis un paysan, et les paysans, en tout cas mon grand-père, mon père, etc., ils ne vendent jamais. Ils achètent toujours. Dès qu'ils ont 3 sous, ils visent ce qu'ils pourraient acheter avec. Et ils constituent une pelote de terre, un patrimoine. Donc moi, je suis arrivé là avec mon mental de paysan. J'achète, je vends jamais. Puis je me disais que c'était une affaire d'avenir. Donc j'ai acheté énormément de choses. Et j'ai dit plaisamment à mes successeurs il y a quelque temps, l'école Camille Claudel, elle est très jolie. Elle est très jolie. Merci Robert d'avoir acheté le terrain quand c'était l'heure et qu'il n'était pas trop cher. Donc c'est ça. Le quartier de Chablais Park aussi, j'ai acheté beaucoup de terrain. Même le Mila Racine qu'on a inauguré la semaine dernière, là, je ne l'avais pas acheté parce que je n'ai pas eu le temps, mais je l'avais retenu et j'ai dit à Michel Boucher le jour où je suis parti, je te confie mon œuvre, la Mila Racine, tu le feras parce que j'y tiens beaucoup. Ça s'appelait pas Mila Racine à l'époque, c'était un futur parc. Un terrain, un parc. On avance un peu dans le temps. Quand le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, allume le feu dans les quartiers populaires français en 2005, Annemasse reste calme. Vous avez déclaré plus tard que la paix sociale était votre plus grande réussite. Absolument. Je le redis aujourd'hui à ce micro. Je suis un homme de paix, fondamentalement. Parce que je pense que, d'abord, on est beaucoup plus tranquille en paix qu'en guerre, et puis que c'est comme ça qu'on peut coopérer avec les autres dans la bonne harmonie pour faire ensemble avancer le monde. Quand on fait l'Ukraine, le Poutine en Ukraine, on ne fait pas avancer le monde. Donc, j'ai été un homme de paix sur tous les plans. Mon premier acte de paix, ça a été vis-à-vis des communes avoisinantes. Je n'ai jamais cherché ni à les assimiler, ni à les mépriser.
J'ai toujours travaillé avec elle en coopération. C'est comme ça qu'on est arrivé à faire l'intercommunalité. Ma deuxième œuvre de paix, je crois, c'est avec les nouveaux arrivants. Parce que Annemasse, c'est une ville qui tourne. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Et c'était amusant parce qu'il arrivait même des gens de l'étranger. Et j'ai vu arriver un jour à la mairie quelqu'un qui avait 2 valises et qui voulait louer une chambre à l'hôtel de ville. Et je lui ai dit, c'est pas un hôtel tout court, c'est autre chose. Bon, il est arrivé beaucoup de gens. À l'époque, le secteur de Lorrain et le nord de la France, tout le pays minier, était en déroute. Et avant qu'on le reconstitue, même la Saône-et-Loire, le creux bassin du Creusot, etc., avant qu'on le reconstitue, il a fallu des années. Donc les gens partaient avec leurs valises pour aller chercher du boulot. C'était l'exode, quoi. C'était l'Amérique vers l'ouest à son époque. C'était les Italiens d'avant la guerre. Puis après, ça a été les Espagnols, puis les Portugais. Polonais. Et les Polonais avant. Et tous les gens qui crèvent de faim quelque part, ils bougent, quoi. C'est ça l'immigration. Et quand on veut soigner l'immigration, la première chose à faire, c'est un plan Marshall. À défaut, ça va moins bien. Bon, les gens qui arrivaient, il fallait qu'ils se sentent annemassiens. Et moi, j'ai un critère pour ça. Avez-vous des morts au cimetière ? Si vous en avez, vous êtes d'ici. Si vos morts sont à Tourcoing ou Saint-Brieuc, vous êtes de là-bas. Jusqu'au jour où vous serez d'ici. Et vous allez l'être d'ici ? Ben non, on va repartir. Ah, je dis, ça, c'est pas sûr. Tout dépendra de vos enfants. Et effectivement, 8 ou 10 ans plus tard, quand les enfants se sont fait des copains, pas question de retourner à Saint-Brieuc ou à Tourcoing. On s'installe. Puis un jour, on a des morts au cimetière. Mais avant d'être mort, il faut déjà participer à la vie publique. Donc il faut proposer des activités, il faut rassembler les gens, parlement des associations, etc., etc. Et puis surtout faire un travail intense de présence. Il faut connaître les gens, il faut parler avec eux, il faut les écouter, il faut passer du temps. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé cette ville, énormément. Et j'ai essayé de faire en sorte que les habitants soient dignes de cette ville, ce qui n'était pas toujours évident. Parce qu'il y a ceux qui arrivaient à cause de la misère de leur pays d'origine, leur département d'origine, mais il y a aussi ceux qui arrivaient avec le mirage de l'argent suisse. Et on est bien dans une terre là où on a beaucoup, beaucoup d'envieux, de gens qui viennent attirés par l'argent, quoi. Et on ne devient pas citoyen comme ça. J'ai fait un énorme travail aussi avec les frontaliers. J'ai participé énormément à leurs congrès, j'ai travaillé avec leurs présidents successifs. Et j'ai toujours dit dans les congrès de frontaliers, vous n'êtes pas des frontaliers, vous êtes des Français de Haute-Savoie ou de l'Ain. Et vous avez un statut particulier qui est celui d'être frontalier. Mais ça ne change pas vos devoirs civiques. Ça ne fait pas de vous des apatrides, ça ne fait pas de vous des gens qui vivraient au-dessus, en dehors de la population. Allez dans les associations, participez au conseil de parents d'élèves de vos enfants, essayez de vous intégrer. Dans le parlement des associations, j'ai fait des discours innombrables. J'ai essayé toujours d'expliquer ces choses-là. C'est les miennes, mais j'espère aussi qu'elles ont une valeur universelle, j'espère. Et vous savez, je pourrais partir avec vous dans ce dialogue bien plus loin que ça, parce qu'aujourd'hui, quand on voit que les Chinois, les Russes, et puis maintenant les Africains, puis bien d'autres, ne reconnaissent pas du tout le modèle occidental comme étant un modèle à suivre. Et récemment encore, un jeune Français qui vit en Chine disait ici, pendant ses vacances, « Moi, je n'admets pas le régime à la française. Je ne l'admets pas parce que ces gens qui disent tous leur avis et puis qui l'expriment dans la rue avec des banderoles, moi, je suis pour le système chinois. On les met en tôle. » Bon, je vous précise que je ne partage pas du tout ce point de vue. Mais j'entends bien le Français en Chine qui me dit ça, qui s'est cynisé, il s'est cynisé suffisamment pour avoir changé de mentalité et pour ne plus aimer non plus la démocratie où chacun s'exprime. Il préférait l'ordre. Il préfère l'ordre. Eh bien, moi, je préfère la démocratie, mais j'ai horreur de la chienlit, comme disait le général de Gaulle.
Et je pense qu'aujourd'hui, on va vers la chienlit parce qu'on n'a pas le sens du collectif. La démocratie, elle ne fonctionne que dans l'ordre et le respect. Sinon, c'est impossible, ça devient un poulailler où tout le monde pépit à son heure et où rien ne se fait. Dernière question. Si vous étiez à nouveau le jeune maire fraîchement élu quelle chance, au début des années 80, que feriez-vous différemment ? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout parce que, d'une part, la vie, la société a terriblement changé. Donc, moi, j'ai su faire en 80, mais je sais pas si je saurais faire en 2023. Hein. Je sais pas. Oh, si, j'essayerais bien de faire quelques petites choses, mais j'y réussirais peut-être pas. Bon, d'autre part, il n'y a pas que la ville qui a changé, il y a moi aussi. Hein, avec toutes ces années, d'abord, j'aurais évidemment plus l'énergie de mettre la somme de travail que j'ai mise à ce moment-là. Mais ça, c'est autre chose, c'est le problème de la vieillesse. Mais c'est surtout que je me suis fait une idée peut-être plus sévère de la nécessité d'une discipline collective. Peut-être qu'à l'époque, il n'y en avait pas besoin, parce que les gens n'étaient pas si rebelles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurais de la peine à supporter un certain nombre de comportements. Et je pense que je serais probablement plus catégorique sur la nécessité de réprimer un peu certaines attitudes, d'irrespect, de je m'en foutisme, de malpropreté, d'incivilité. Il y a quelques mois, Christian Dupessay m'a fait l'honneur de me confier l'éditorial du journal, pour une fois. Je lui ai dit, écoute, je veux bien, mais tu prends la responsabilité, parce que c'est quand même toi le maire, de me laisser parler avec mon naturel, qui n'est pas forcément le même que le tien. Et il m'a dit, vas-y. C'était de sa part un geste généreux et j'ai apprécié. À l'occasion du 100e numéro du journal Information municipale. Voilà. Et j'ai écrit ce que vous avez pu lire et vous avez pu voir que c'était pas d'un optimisme délirant et que ça n'avait en tout cas aucune propension au laxisme et à une tolérance qui aille au-delà du nécessaire respect des gens. Aujourd'hui, moi, je me désole de voir galvauder le mot liberté. La liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut. Ça n'est pas de faire ce qu'on veut. C'est de faire ce qu'on peut dans la limite de la liberté des autres. Ça, on m'a appris ça quand j'étais à l'école primaire. C'est toujours vrai. En tout cas, moi, je n'en démordrai pas. Robert Borel, merci. Dans un prochain épisode, nous parlerons du travail transfrontalier et nous reviendrons aux origines du Grand Genève. Merci. Le théorème de Borel, une émission animée et menée par Vincent Dozol et Robert Borel, réalisée et produite par l'équipe de Radio Mani, avec Jérémy Lucas à la réalisation et Laurent Figaroli à la production. À retrouver sur www.radiomani.com. Le théorème de Borel.